Alors, bonjour à toutes. Donc, on est ravis de faire cette heure d'atelier avec vous. Alors, on va se faire une petite présentation rapide des deux marraines qui allons animer l'atelier. Et on vous a préparé quelques petits slides pour briser la glace et ouvrir le sujet. Et ensuite, on sera à votre disposition pour que vous nous posiez plein de questions sur le chat, puisqu'on a un modérateur qui nous permettra de voir dans la conversation à côté vos questions. Alors, donc je me présente, moi je suis Bettina Hortal, je suis marraine Elbouge depuis 6 ans, j'appartiens à une entreprise qui s'appelle GRT Gaz. Alors GRT Gaz, c'est le transporteur de gaz français qui en fait vous permet d'avoir de l'eau chaude, du chauffage à la maison, dans vos gymnases, dans vos différentes écoles. On a une seule mission, en fait, c'est de connecter tous les points d'arrivée français, que ce soit par bateau ou par réseau, par canalisation souterraine, pour les relier au stockage souterrain et ensuite desservir les clients industriels et les villes qui consomment le gaz naturel. Alors aujourd'hui, le gaz naturel, il vient de partout, sauf de France. Et notre ambition et notre vision d'avenir, c'est d'être un acteur majeur de la transition et de remplacer 100% de ce gaz importé par du gaz renouvelable produit en France, dans nos territoires. Et pour cela, on a besoin de plein de jeunes talents engagés, responsables, divers et mixés. Et on est ravis d'être partenaire d'Elbouge depuis plus de 6 ans. Voilà. Merci Bettina. Bonjour, moi je suis Anne Delmas, donc je suis responsable du recrutement au sein d'Ubisoft à Bordeaux. Alors Ubisoft, c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un éditeur de jeux vidéo. Un groupe français qui compte plus de 20 000 personnes réparties partout dans le monde, qui produit des jeux comme, pour les plus connus, Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six. Enfin, voilà, Just Dance aussi, voilà, donc plein de marques et de jeux très éclectiques. Chaque entité est répartie dans une ville voilà, différente et participe à la production de jeux. Donc moi, je gère le studio, les recrutements pour le studio de Bordeaux. On est à Bordeaux, 400 collaborateurs et chez Ubisoft, il y a, dans notre atelier, j'ai une collègue aussi qui intervient à large pour Ubisoft. Et nous aussi, on recrute beaucoup chez Ubisoft des talents divers, mix et de tous horizons différents sur des métiers, par exemple de programmation dans le jeu vidéo, donc des développeurs. On recrute aussi des artistes, des designers, des designeuses. Voilà, des chefs de projet, des profils en marketing. Voilà, donc vraiment une diversité de recrutement au maximum et très varié. Voilà. Alors, on est ravis de faire un duo finalement technique et RH. On s'est découvert pour cet atelier et on a prévu de vous passer quelques petits slides et on va commencer. Je vais vous partager mon écran. On va commencer par un petit quiz pour briser un peu la glace, pour voir quel est votre niveau de connaissance sur comment préparer une négociation de salaire, comment bien se préparer à négocier son salaire. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, oui, en tout cas. Donc, j'imagine que les autres, oui. Alors, très bien, oui, on le voit. Ouais. Ça peut mettre en grand. Et puis... on y va. On s'est présenté, Claire et moi, et on vous a préparé un petit quiz. Alors, vous pouvez répondre sur le chat et Thomas nous fera une petite synthèse de vos réponses. En fait, l'idée, c'est de tester un peu votre connaissance sur le sujet. Première question qu'on vous pose. Quel est, selon vous, le pourcentage d'écart salarial moyen entre différents secteurs? C'est-à-dire, avez-vous conscience d'un écart de salaire finalement dès l'embauche sur des secteurs aussi variés que sont le conseil informatique ou l'industrie, ou la finance et l'agroalimentaire? Est-ce que vous avez une idée en pourcentage? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10, 20? Est-ce que tu as des
Alors, Réponse. oui, pour l'instant, pour la question 1, j'ai 2 personnes qui me disent 10%. Une personne qui me dit 15%. J'ai 20%, Ouais, pas mal. 15%, Alors, c'est exactement, en fait, vous êtes pile dedans. 20%. Que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, en fait, il peut exister, par exemple, sur l'IT ou sur la finance, des gaps, des différentiels de pourcentage de salaire qui vont de l'ordre de 13 à 15% jusqu'à 19-20%. Dès l'embauche, effectivement, le salaire est extrêmement corrélé au secteur visé. Anne, tu fais la deuxième? Oui, deuxième question. Quel est selon vous le pourcentage d'écart salarial moyen entre un premier poste en Île-de-France et un premier poste en province? Donc, est-ce qu'à votre avis, il existe un écart de salaire? Et si oui, lequel? Alors, j'ai une première réponse de 20%. Voilà, de Céline. Oula. Là, c'est beaucoup. Ça va peut-être dépendre des... On essaye de faire une moyenne province. Il faut voir qu'en province, il y a effectivement des toutes petites villes, des petits villages et des grandes villes aussi. Voilà, là, on est 15%. Pour l'instant, j'ai 20%. Donc, il y a 2 réponses à 20% pour l'instant. 2 personnes qui me disent, une personne à 7% et une autre entre 5 et 10%. Ouais, c'est pas mal. Ça s'affine, Tu veux y répondre? 5%, quelqu'un qui me répond 30%. 30%, non, 30%, c'est trop. 30%, ben après, ça va encore dépendre des villes, mais effectivement, c'est peut-être un peu trop. Du coup, alors, on va avoir à peu près... attends, je ne retrouve pas la réponse que tu avais mis. On est autour de 8 à 10%. Ouais, j'allais dire 10%, exactement. 10% maximum. Alors, sachant qu'il y a des villes qui sont extrêmement attractives, comme Bordeaux, comme Nantes, comme Lyon, pour les premiers postes. Et l'écart salarial entre ces villes-là et l'Île-de-France se réduit. Alors, troisième question pour voir. On a fait donc les secteurs d'activité, on a fait la géographie. Troisième question, est-ce que d'après vous, d'autres facteurs que les secteurs d'activité et la géographie peuvent influer sur le premier salaire d'embauche? Question ouverte, n'hésitez pas à répondre dans le chat sur cette question-là. Il n'y a pas de mauvaise réponse, Voilà. il n'y a que des gagnants à l'arrivée. Alors, on me répond la formation, l'expérience, encore, donc l'expérience revient 3 fois, même j'ai 3 réponses, 3 personnes qui disent l'expérience. Il y a Léna et Rania qui répondent l'expérience. Alors, on répond les startups contre les gros groupes. On me répond également le sexe, les origines et le niveau d'études. Ça, on ira sur la dernière question après. Alors, à ce niveau-là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les formations rares ou très demandées et les formations un peu, ou les établissements prestigieux peuvent largement influer sur un salaire d'embauche. Pareil pour les formations qui offrent ou qui auraient offert dans leur cursus un double diplôme ou une expérience, on va dire une partie de cursus à l'étranger. Ça, ce sont des facteurs autres que les secteurs d'activité géographiques qui peuvent influer. Alors là, c'est pareil. On pense, enfin, d'après l'analyse, l'enquête annuelle qui a été faite par Grandes Écoles l'an dernier sur la promotion, sur toutes les promotions sortantes, ça peut influer entre 5 et 10% aussi sur le premier salaire d'embauche. Quatrième question. Quel est, selon vous, le pourcentage d'écart salarial moyen entre jeunes embauchés cadres, femmes et hommes? Et est-ce qu'il en existe un d'ailleurs? Oui, déjà, oui. Après, la question induit qu'il pourrait en exister un. Alors, première réponse de 10%. On me répond également 15%. On me demande si c'est au même poste. Si oui, pas d'écart. Oui, oui, absolument. C'est sûr. Très bonne question. Au même poste, pas d'écart.
Même poste, même diplôme, mêmes écoles de sortie et même typologie de poste et d'activité. Oui, oui. Là, on me répond 15%, 10%, 15 à 20%. Voilà, on reste un petit peu dans les 15% en moyenne. Voilà, 5 à 10%. Alors, heureusement que c'est Voilà, en pas, gros, les réponses. heureusement Ouais. que c'est pas 15 à 20%. Alors, malheureusement, effectivement, vas-y, Anne. Alors, oui, heureusement que ce n'est pas 15 à 20%. Je pense que c'était des écarts qu'on pouvait retrouver il y a plusieurs années. Heureusement, effectivement, il existe un écart. Alors, c'est une moyenne, tout secteur confondu. On se parle bien de sujets à la sortie d'école, donc on n'est pas forcément au niveau d'une expérience forte, mais en moyenne, le salaire des femmes est 6% inférieur à celui des hommes. Donc, après, évidemment, il y a des entreprises dans lesquelles ce n'est pas le cas. Selon le type d'école, ça peut être différent. Donc, voilà, c'est une moyenne, mais il faut savoir que ça perdure, même si c'est un écart qui tend à se diminuer. Mais il faut se rendre compte que selon le type d'école, ça peut équivoir, merci, entre 2 000 et 3 000 euros par an. Et puis, quand il y a des primes, c'est-à-dire quand il y a un pourcentage de primes qui est indexé sur la rémunération fixe, ça peut amplifier l'écart, puisqu'on peut avoir, par exemple, jusqu'à 6 000 euros d'écart, par exemple, selon les pourcentages de primes. Donc, il est important quand même de l'avoir en tête et de se dire que, sans spoiler la partie suivante, que la négociation est un sujet important. Voilà. Si on résume, il y a donc plein de facteurs qui influent sur le salaire. Tout ce qu'on vous a sorti avec Anne comme chiffre et comme pourcentage, en fait, on a été le chercher dans l'enquête CGE, les grandes écoles. C'est une enquête annuelle, tout diplômé, quelles que soient les formations sorties. Et du coup, en fait, ce qui va être important, c'est d'avoir en tête ces premiers, deuxième, troisième, quatrième facteurs qui sont certains, on va dire, inhérents à l'activité, à l'offre et à la demande, ou à la localisation géographique. Donc, il y a plein de, entre guillemets, bonnes raisons. Et certains ne sont absolument pas normaux. Et il faut les avoir en tête pour pouvoir aussi les avoir dans le viseur et pour pouvoir bien négocier. Absolument. Alors, on vous a mis ici juste en petites illustrations les chiffres sur lesquels on s'est appuyé. Vous pourrez aller sur tous les sites internet. Alors nous, on en a pris un, mais vous pouvez aussi aller sur Capital, sur les Échos, sur les sites des grands groupes. Vous pouvez aller sur LinkedIn. Vous pouvez contacter les anciens de vos écoles en termes de formation pour avoir ces fourchettes, que ce soit les salaires médians par typologie de poste. Et puis aussi, garder en viseur qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence de salaire entre les hommes et les femmes dès le début de l'embauche, parce qu'ensuite, ces écarts vont être difficiles à réduire ou à résorber. Et là, je passe la main, du coup, à Anne pour la deuxième partie. Absolument. Du coup, je te laisse passer à la slide suivante. Yes. Donc, quand on va se mettre sur le marché de l'emploi, donc j'imagine qu'il y a autant il y a des cas différents parmi vous qui nous écoutez, donc probablement des jeunes diplômés ou jeunes diplômés en devenir d'ici quelques mois, probablement des personnes en reconversion ou des personnes qui ne sont pas en reconversion mais qui voudraient changer d'emploi. Donc, ce qui est important, c'est d'aller faire cette préparation, de ne pas arriver lors d'un entretien ou au moment de postuler sans être préparé. Alors, comment on se prépare? D'abord, on va faire ce petit travail qu'on a présenté juste avant. C'est ce que disait Bettina. Aller faire le tour, effectivement, de toutes les nombreuses datas qui existent sur Internet pour vous renseigner sur les fourchettes de rémunération. Vous pourrez en trouver de plus en plus précises. Vous pouvez aller aussi sur des sites qui sont effectivement des sites qui peuvent vous donner des informations précises sur des entreprises il y aura des retours de collaborateurs qui vont vous dire cette entreprise paye bien, cette entreprise paye pas bien, etc. Vous pourrez trouver quantité de données de rémunération. Donc, renseignez-vous sur les fourchettes de rémunération par rapport à votre formation, par rapport à votre niveau d'expérience, par rapport à votre niveau d'études. Quand je dis formation, il y a l'école, mais il y a aussi le niveau d'études. Est-ce que vous avez fait, vous sortez du bac? Est-ce que vous avez un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5? Enfin, voilà. Donc, vraiment prendre le temps de se renseigner et de croiser les données. Ne vous
satisfaisez pas forcément d'une seule donnée. Je pense que dans les écoles aussi, on doit vous fournir forcément des benchmarks aussi pour vous donner les salaires d'embauche des étudiants qui sont sortis les années précédentes, en tout cas des promos. Ça, c'est aussi une bonne donnée pour qu'elle soit très précise. Ça vous donne une indication par rapport à votre diplôme et à votre école. Donc ça, c'est une première information qui vous fixe un cadre. Deuxième cadre à fixer et auquel on ne pense pas forcément, mais il est très important que vous définissiez votre propre besoin. Vous allez avoir ou vous avez déjà des charges mensuelles et annuelles de type un logement, se payer son téléphone, son abonnement Internet, se payer à manger, et puis des loisirs, faire du sport, partir en vacances. Enfin, voilà, il y en a mille, hein, faire de la poterie, aller au resto, s'acheter des vêtements sympas, s'acheter des jeux vidéo, enfin, plein de choses. Voilà. L'idée, c'est que vous ayez une idée de votre budget et payer ses impôts, bien sûr. C'est important aussi. Que vous ayez une idée de vos charges et de vos dépenses annuelles, que vous puissiez les ramener sur un coût mensuel ou inversement, vos charges mensuelles que vous ramenez sur un salaire, sur un montant annuel. Vous m'entendez? J'ai un Oui, petit... on t'entend. D'accord, je n'entendais plus. Et donc, à ce moment-là, vous sachiez déterminer votre niveau, votre niveau plancher, en dessous duquel accepter telle proposition vous mettra forcément dans une situation inconfortable du point de vue de vos charges. Donc, vous pouvez faire plusieurs calculs, hein. Après, il y a les calculs qui disent bah, moi, je suis capable de sacrifier 2 semaines de vacances à tel endroit et je partirai à tel endroit. Enfin voilà, chacun fait ses propres calculs. C'est un calcul personnel que vous devez faire, mais qui est aussi très important puisque comme ça, vous aurez votre plancher en dessous duquel ça ne vaut pas le coup d'accepter une proposition et de travailler en fait à perte et que vous ne soyez pas forcément épanoui et que vous ayez le bon niveau de reconnaissance. Ensuite, un autre travail qui est très important et qui est souvent méconnu, on en parlait avec Bettina au moment de la préparation, c'est que, bon, nous, on a un peu plus d'expérience certainement que celles qui sont en train de nous écouter. Donc, on connaît avec le temps, on a appris à valoriser en tout cas les avantages que peuvent présenter des entreprises, mais il ne faut pas négliger les avantages de type, quelles sont les primes que vous avez, parce qu'il y a des primes qui vont être liées à votre activité, selon l'activité que vous avez. Est-ce que vous avez des objectifs individuels qui vous sont fixés et de quel ordre sont ces primes, comment les atteindre, donc bien comprendre le mécanisme des primes individuelles, comprendre aussi le mécanisme des primes collectives et des bonus collectifs. Je pense par exemple, vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'appelle l'intéressement et la participation, donc qui sont en tout cas une grande partie des entreprises qui peuvent avoir ce genre d'avantages, comprendre à quel moment l'intéressement et la participation sont déclenchés, qu'est-ce que ça pourrait représenter pour vous au maximum. Quelle est les réalités de l'entreprise? Est-ce que les salariés l'ont touché les 3 dernières années, les 4 dernières années? Est-ce qu'ils l'ont touché à 100%? Est-ce qu'ils l'ont touché à 50%? Donc, bien comprendre la spécificité, la définition de ces primes, le calcul de ces primes, et si vous serez en mesure de les toucher et quel montant ça pourrait en moyenne représenter pour vous. Il y a d'autres avantages également, on les a notés ici, mais les tickets restaurants, il ne faut pas négliger ce système que vous n'avez pas forcément quand vous êtes étudiante, mais en fait, une entreprise va vous donner un certain nombre de tickets restaurants dans l'année. Alors, ça peut être sous forme de carte, sous forme de tickets, peu importe, mais va vous donner un certain nombre de titres restaurants. Et en fait, par exemple, sur un titre restaurant qui va coûter 8 euros, donc vous aurez 8 euros à dépenser, vous allez en payer 4 euros, par exemple, mais l'entreprise va vous financer à hauteur de 4 euros aussi ces tickets restaurants pour atteindre le palier de 8 euros. Et 4 euros fois 20 jours par mois fois une année, ça fait quasiment un avantage de 1 000 euros par an. Donc, il faut aussi se questionner sur ce genre d'avantages. Et puis, d'autres avantages qui sont peut-être moins logiquement quantifiables, mais le nombre de congés
Pourquoi le nombre de congés? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des entreprises qui proposent plus ou moins de congés. Là, ce qu'on dit en général sur le marché du travail, c'est ce qui est conventionnel, hein, c'est 5 semaines de congés payés. Et ensuite, ce qui va faire varier, c'est le nombre de jours de récupération, les jours de RTT. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Et est-ce que les entreprises ont la possibilité de vous permettre de les mettre sur des comptes épargne-temps et ensuite des comptes sur lesquels vous pourrez ensuite transformer en partie prime et rémunération ces jours de congé que vous aurez mis de côté. Donc, monétiser, alors ce n'est pas un très joli mot, mais monétiser les jours de congé. Est-ce qu'il y a du télétravail? Est-ce qu'il n'y a pas de télétravail? Parce que s'il y a du télétravail, du coup, vous n'êtes pas obligé de prendre les transports en commun tous les jours. Enfin voilà, plein de choses qui sont des éléments qui vont avoir une importance pour vous. Trouvez les éléments qui ont le plus d'importance pour vous et intéressez-vous à ça. Et puis, le dernier point, c'est aussi dans la préparation, c'est de savoir adapter sa demande selon le poste et selon les éléments qui vont être échangés avec le recruteur ou la recruteuse. C'est-à-dire que si vous postulez à un poste, on va vous dire, voilà, là vous êtes junior et puis vous serez rattaché à un chef de projet qui va vous dire ce que vous devez faire et vous accompagner dans votre développement. Bon, là, on se dit, je suis tout junior, je suis débutant, je vais prendre tel niveau de salaire. Et en fait, vous passez des entretiens et pendant les entretiens, on se dit, ah, quand même, cette personne a du potentiel. On va plutôt lui proposer un poste de chef de projet junior, ce qui est un petit peu différent, sur lequel vous aurez un peu plus de responsabilités. Bon, là, ce n'est pas forcément le même salaire. Et puis l'entreprise va vous dire aussi, nous, on a aussi des contraintes, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est pas pareil d'être sur des postes qui ont plus ou moins de responsabilités, qui ont des challenges qui sont très forts. Vous êtes en droit aussi d'avoir un niveau de rémunération qui peut être différent en fonction des attentes et de la fiche de poste. Ouais. Et ce qui est important, c'est de savoir écouter quelles sont les possibilités aussi de l'entreprise et dans quel jeu ou dans quelle gamme de jeux l'entreprise visée, le poste visé se place. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Chez nous, dans plein de secteurs d'activité, dans plein de branches professionnelles, la rémunération ne se joue pas que sur 12 mois. Il y a plein de branches professionnelles. Nous, on est payé sur 13. Je connais des salariés qui sont dans le secteur bancaire qui sont payés sur 14 ou 15 mois. Ouais. Et donc, en fait, c'est extrêmement important de comprendre comment ça se matérialise, c'est-à-dire ce 13e mois ou ce 14e mois, il est payé, par exemple, pour partir au mois de juin ou au mois de décembre. Et en fait, ce package complet, ça fixe le niveau de vie ou la qualité de vie, effectivement, que vous allez avoir. Alors, certains ont plutôt tendance à zoomer et à ne retenir que la rémunération mensuelle. Et l'autre exemple que j'ai en tête, nous, on a des jeunes cadres qu'on a en stage auparavant et qui sont persuadés que tout ce qui est prime collective n'est pas accessible, entre guillemets, aux jeunes premier emploi. En fait, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que quand il y a des primes intéressement, participation collective, tous les salariés les touchent à partir d'un mois dans l'entreprise. En fait, dès le premier mois de présence, c'est proratisé au nombre de mois effectués dans l'année. Un jeune cadre qui sera embauché en septembre ou en octobre, il touchera l'intéressement à la participation proratisé aux 4 mois de ses présences sur l'année en question. Tout le monde y a le droit et c'est hyper important parce que c'est pareil, ça fait partie du package complet. C'est du coup à la phase pratique. Vas-y. Alors là, c'est concrètement comment je négocie ma rémunération pour obtenir le juste niveau de rémunération. Le juste niveau, pourquoi on a choisi d'écrire ça avec Bettina, c'est parce que la notion de justesse et d'équité, ça permet d'avoir le salaire et la rémunération à votre qui valorise votre niveau à vous à sa juste valeur. Et ça, c'est très important. On y reviendra sur la fin, mais c'est vraiment très important. Donc, on vient d'en parler un petit peu, mais cette notion d'arriver préparé à l'entretien,
Donc, comme je vous le disais avant, de connaître votre rémunération souhaitée et de vous sentir à l'aise pour en parler. Donc, la rémunération souhaitée, on en a parlé avant, donc ça, vous avez compris. Je regarde, je récapitule, mais je regarde les benchmarks et les grilles de rémunération qui existent sur les différentes sources Internet par rapport à votre métier, votre niveau de diplôme, votre situation, où est-ce que vous habitez, etc. Ça, c'est très important. Je ne vais pas forcément y revenir là. Et se sentir à l'aise d'en parler aussi. C'est-à-dire que faut que vous soyez prêt et prête au moment où on va vous poser la question, à répondre à la question de manière claire, sans hésiter, et d'avoir fait preuve aussi d'une réflexion autour de ça. C'est toujours appréciable, sachez-le, quand on a des gens qui sont bien préparés à répondre aux questions qu'on leur pose, y compris sur les sujets de rémunération, et de donner une indication est quelque chose de très important. Ne pas dire bah moi je suis ouverte ou bah, comme j'avais pas forcément, je suis débutante, donc comme j'avais pas forcément de niveau de salaire précédent, bah moi je m'adapterais ou des choses comme ça. Ça va pas vous aider dans votre négociation si vous faites preuve d'une trop grande ouverture au moment effectivement de la discussion. À l'inverse, vous verrez aussi, c'est pour ça que ça va rejoindre le point suivant, mais vous pouvez vous attendre à ce qu'on vous pose la question et du coup à répondre à la question, mais soyez prête à ce qu'on ne vous pose pas la question non plus et du coup prête à aborder le sujet sans qu'on vous ait posé la question. Ça rejoint le point suivant. Donc, quand parler de sa rémunération? Bettina, n'hésite pas à m'interrompre. Ouais. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on parle de sa rémunération? Pour celles qui ont déjà postulé à des offres d'emploi, qui ont déjà fait des entretiens, je pense que vous avez peut-être rencontré plusieurs cas de figure. Donc, il y a le premier cas de figure. Alors, je vais le prendre dans l'ordre chronologique d'une recherche d'emploi. Le premier cas de figure, c'est quand on postule, la plupart du temps, via des sites Internet, à un emploi. Donc, quand on est sur des sites des entreprises et surtout la plupart du temps sur des sites, ce qu'on appelle les job boards, donc les sites emploi, il arrive très fréquemment qu'on vous demande de renseigner une fourchette de salaire quand vous allez postuler. Donc là, renseignez la fourchette de salaire. Je vous invite à renseigner la fourchette haute. Imaginons un exemple où on vous dit vous êtes entre 25 et 35 ou entre 35 et 45. Bon, bah, si vous dites bah, moi je vaux 33 ou 34, bah, vous vous mettez sur la fourchette 35-45. Ce n'est pas un problème et ce n'est pas grave. Donc, mais voilà, déjà, il faut à ce moment-là le dire. Et puis après, la plupart quand même, heureusement, des cas de figure, c'est quand vous avez votre premier échange la plupart du temps avec quelqu'un des ressources humaines, a fortiori quelqu'un qui fait du recrutement. C'est plutôt comme ça que ça se passe dans les grandes structures. Dans les petites structures, il n'y a pas forcément de service recrutement. Donc, ça peut être des managers en direct qui vont vous appeler. C'est quand même la plupart du temps, lors du premier échange, qu'on va évoquer le sujet du salaire, puisque si on ne l'évoque pas à ce moment-là, ça peut être bloquant pour la suite, ça peut être dommage. Donc, la plupart des gens sont assez avertis, en tout cas côté entreprise, avertis sur le fait qu'il vaut mieux poser cette question dès le départ. Donc, soit on vous pose la question, donc là, vous allez parler de votre fourchette. Le mieux, c'est de communiquer une fourchette, de dire, bah voilà, soit vous avez une rémunération actuelle, donc vous dites, bah mon salaire actuel, c'est ça. Donc moi, bah, je m'attends en changeant de poste à une évolution. Soit vous n'avez pas encore de salaire et vous dites, bah moi, je me suis renseigné pour les personnes qui sortent de mon école et pour ce type de poste, je pense que la rémunération se situe entre telle et telle fourchette. Et ne pas hésiter à en reparler aussi en fin de processus. Donc, il y a eu le premier échange. Très bien. Alors, la plupart des cas, le recruteur va vous dire très bien, bah, c'est dans notre fourchette. Ou il y en a qui ne font pas de commentaires. Là, ça vous laisse un peu dans le flou. N'hésitez pas à redire genre, est-ce que ça vous convient, la rémunération que je vous ai proposée? N'hésitez pas à vous mettre des jalons de validation. Parce que si le recruteur ou la recruteuse ne vous répond pas au moment où vous donnez votre fourchette de rémunération, bah, assurez-vous, est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est bien ce que vous aviez prévu pour le poste? Là, ça vous met en position justement de quelqu'un qui s'y connaît, qui est préparé. J'insiste sur le fait que ça vous met dans une position de confiance dans le cadre d'une négociation. Donc la négociation, elle peut commencer dès le premier entretien. Et puis en reparler en fin de processus en disant bah voilà, quand est-ce que vous comptez me faire une proposition salariale? Moi, je vous avais donné ma fourchette de rémunération qui est de tel niveau. En reparlant du poste, bah, je pense que vous pouvez redéfinir à ce moment-là cette fourchette, soit l'affiner, soit donner un montant précis qui vous conviendrait par rapport au poste. Ce que disait Bettina tout à l'heure, effectivement, en fonction du poste et en fonction des attentes, le poste, les prétentions peuvent changer. Donc,
Communiquer, comment on fait? Communiquer ses attentes sans se fermer de porte, parce que ça, c'est toujours une crainte qu'on peut avoir à n'importe quel moment de notre carrière, quand on renégocie notre rémunération, quand on est déjà en poste, au moment des entretiens. À tout moment, on peut se dire, bon, alors là, si je dis ce montant, je croise les doigts pour qu'ils n'aient pas prévu de me payer 5 000 € de moins, parce que sinon, je n'aurais pas le job. Donc là, il faut rester dans le cadre de votre préparation. Vous avez établi votre fourchette, vous avez établi votre plancher bas. Donc, vous allez énoncer une petite fourchette de salaire. Ce n'est pas la peine de donner une fourchette de salaire. Je pense que 3 000 – 4 000 € de fourchette, c'est vraiment un maximum. Alors, ça va dépendre du salaire là où on en est dans sa carrière et du salaire qu'on a aussi. Mais je pense qu'en tant que jeune diplômé, grand maximum, une fourchette de 1 à 3 000 €, c'est le maximum. Hein. Commencez pas à dire bah, je veux être payé entre 28 et 40. Enfin, là, ça n'a pas de sens. C'est vraiment pas une indication. Donc, vous pouvez dire, prenons le salaire, mes attentes, c'est entre 30 et 33 000 €. Là, bon, bah, c'est un peu la loterie. Est-ce que ce qu'on vous dit est dans ce qu'on vous demande est dans la fourchette? Ce que vous pouvez faire si vous avez une crainte, dans le cadre de ce que vous avez fait en vous renseignant, en vous disant bah, peut-être que eux, ils pourraient payer plutôt entre 28 et 30, vous pouvez retourner la question. C'est-à-dire déjà, est-ce que vous aviez, quand on vous pose la question, en disant bah, écoutez, moi je débute, je suis jeune diplômé, j'ai une idée, mais je serais plus à l'aise si vous me disiez ce que vous aviez prévu pour le poste. Donc vous pouvez aussi retourner la question pour essayer d'avoir l'information. Et du coup, si on vous dit bah, nous, on avait prévu une fourchette de 30-35, bah, chouette, si vous aviez prévu une fourchette de 28-30, bah, au moins vous dites bah, très bien, bah, moi je suis entre 33 et 35. Voilà, comme ça, tout de suite, vous rebondissez et vous vous mettez dans la fourchette haute qui vous est posée par le recruteur. Gardez en tête les différentes cas de figure qu'il peut y avoir. Pour à tout moment, comme je vous dis, la négociation, elle commence dès le départ. Donc, n'hésitez pas. Ça vous ferme aucune porte. Du coup, vous dites, bah voilà, qu'est-ce que vous aviez prévu? Bon, la personne dit, bah nous, on n'avait rien prévu en particulier. Bon, bah donnez votre fourchette. Mais là, si vous avez la chance que le recruteur vous donne une fourchette, bah là, vous êtes déjà gagnante puisque vous avez déjà gagné 2 ou 3 000 € par rapport à vos prétentions. La situation inverse peut se prévoir. Donc là, la personne vous dit, bah on avait bon, bah, je vous demanderai de répondre en premier, hein, parce qu'il y en a qui vont rester nets. Bon, là, vous dites, bah, moi, j'ai prévu entre 33 000 et 35 000 €. Et là, le recruteur va vous faire, alors non, nous, on avait plutôt prévu une fourchette entre 28 et 30. Est-ce que ça vous conviendrait? Là, le job vous intéresse, vous n'avez pas envie d'arrêter le processus à ce moment-là, mais vous avez en tête votre plancher bas, vous n'avez pas envie de vous brader. Là, vous dites, bah, écoutez, je pense que moi, je ne suis pas totalement fermée, surtout qu'on pourra prendre le temps pour détailler les avantages que vous avez et parler du package global, ce sur quoi on insiste avec Bettina avant. Donc peut-être qu'en fonction du package global, on pourra voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis aussi en fonction du poste, en comprenant mieux le poste, je pourrais peut-être comprendre la fourchette. Donc comme ça, vous ne vous engagez pas forcément à dire bah non, moi c'est ça et je ne veux pas continuer le process. Ou ça vous laisse aussi de parler en personne avertie et vous dire bah voilà, je veux en connaître plus sur le poste, je veux en connaître plus sur vos avantages et là de faire tous vos petits calculs. Comprendre les contraintes de l'entreprise. Ça, c'est aussi très important parce que si c'est pas pareil. Alors, Bettina et moi, on travaille toutes les deux dans des grandes structures qui ont énormément d'avantages, qui ont une sorte de stabilité financière, qui existent depuis très longtemps, donc avec des avantages qui sont installés, des process qui sont très clairs. Ça ne va pas être le cas de toutes les entreprises que vous rejoindrez. J'imagine qu'il y en a quantité d'entre vous qui doivent se dire moi, j'ai envie de travailler dans une petite structure, une start-up, c'est super sympa à créer, etc. Bon, bah, vous verrez que là, les process sont moins installés, les contraintes financières ne sont pas les mêmes. Certaines toutes petites entreprises ont vraiment des équilibres financiers qui peuvent être précaires. Et donc là, il faut être aussi comprendre les contraintes de l'entreprise, du secteur dans lequel vous êtes pour vous adapter aussi et adapter vos arguments. Est-ce qu'il y a des packages? Est-ce qu'il n'y a pas de package? Bah, c'est très important. Et puis là, vous verrez aussi, vous, si votre conviction, c'est d'aller travailler effectivement dans des secteurs qui vont être moins rémunérateurs, etc., bah, faut que vous compreniez les contraintes de l'entreprise et votre palier, bah, peut-être qu'il sera un peu émoussé par les contraintes de l'entreprise. Et là, il faut que vous vous posiez pour réfléchir effectivement si les contraintes de l'entreprise et ce qui est avancé par le recruteur sont autant de choses qui vous font revoir votre plancher ou pas parce que le poste est génial. Et bon, ça arrive aussi. Voilà. Et le dernier point qui est très important, c'est de penser à renégocier la première proposition qui vous est faite. Là,
on va vous dire, fin de process, super, vous aviez donné votre fourchette de rémunération, il y a des choses qui ont avancé, etc. On vous dit que vous êtes prise, vous êtes super contente, etc. Et là, on vous fait une proposition en disant, bah, voilà, on voudrait vous recruter, on serait super content de vous accueillir. Donc, la proposition qu'on vous fait va être à 31 000 € de salaire fixe. Vous aurez une prime sur objectif de 10%, l'intéressement de la participation, tant de jours de vacances, tant de jours de congés. On a une prime vacances, il y a des tickets resto, vous avez des réductions sur des places de spectacle parce qu'on a un super comité d'entreprise. Enfin, voilà, on vous fait la liste de tout ce qui existe. Là, ce qui est chouette, c'est de montrer votre enthousiasme. N'hésitez pas à démontrer que vous êtes heureuse et contente qu'on vous ait fait une proposition. C'est pas parce que vous comptez renégocier qu'il faut être poker face. On n'est pas en train de faire une partie de poker et voilà. Donc montrez votre enthousiasme, faites part. C'est toujours bon et positif. Mais c'est pas en montrant 100% de votre enthousiasme et de dire que c'est génial que vous devez tout de suite dire oui sans avoir réfléchi et refait vos calculs. Donc là vous dites bah, c'est super, je suis hyper contente. La proposition est en effet assez intéressante. Vous en gardez un petit peu sous le pied. Et là, vous dites, bah, si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez m'envoyer la proposition par écrit, que je puisse me poser dessus et puis je vous réponds. Quand est-ce que je dois vous répondre? Est-ce que je dois vous répondre demain, dans 2 jours? Je suis plus à l'aise pour répondre lundi parce que si vous devez parler avec des copains, des copines, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos profs, enfin, je ne sais pas, peu importe qui, prenez le temps de vous dire, bah, vous avez le droit à la réflexion sur le poste, bien entendu, mais sur la rémunération. Et donc là, vous pouvez revenir en disant, bah voilà, le poste m'intéresse, c'est génial et tout. En revanche, moi, je m'étais quand même fixé, je sais que c'est dans ma fourchette, mais je m'étais quand même fixé, vu le poste et tout, je m'étais quand même dit que je serais plus à l'aise à avoir 33 000 € de fixe plutôt que 31 000. Je serais vraiment plus à l'aise. Ça me permettrait d'être vraiment à fond. Voilà, c'était plutôt ce que j'avais vu. Et puis là, vous pouvez raconter des trucs, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez dire, et puis moi, j'ai deux copines de ma promo qui ont été embauchées sur des postes similaires, mais à 35 000. Donc, je comprends vos contraintes. Mais moi, 33 000, c'est ce qui me semble équivalent. Donc, il y a masse d'arguments que vous pouvez trouver. Là, la personne va vous dire, ah, bah, ok, je vais voir ce qu'on peut faire. Bah, soit elle peut rien faire, mais au moins, vous avez posé le truc. Bah, soit vous avez posé la question et paf, vous avez gagné 2 000 € en 2 jours. Et ça, c'est quand même super. Donc, ne pas hésiter à prendre le temps, ça ne vous ferme pas de porte, vous avancez des arguments qui sont cohérents, vous faites preuve d'ouverture, vous faites preuve de votre préparation. Et là, je pense que ça devrait bien se passer. Et un dernier point que je n'ai pas écrit, vous avez aussi dans la négociation de la rémunération, vous pouvez déjà négocier votre augmentation de l'année prochaine. La personne va vous dire, écoutez, je suis désolée, cas de figure, vous avez demandé 33 quand même, la proposition était à 31. On vous dit, bah non, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas monter. Vous dites, bah écoutez, est-ce que ça vous dérangerait pas que du coup on inscrive déjà que au moins à la fin de ma période d'essai ou à ma prochaine augmentation, je puisse passer à 33 000 €. Hop, paf, c'est négocié, la question est posée, etc. Voilà, et je m'arrête là. Ce qui est super dans les conseils que Anne vient de vous donner, c'est qu'il faut garder en tête le petit écart qu'on vous a matérialisé en sortie d'école entre les hommes et les femmes dès l'embauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, une masse non négligeable, on va dire, de jeunes femmes ne négocient pas leur première proposition, contrairement aux garçons. Ce qui peut aussi expliquer la piste qu'on vous a illustrée sur les quelques milliers d'euros d'écart, qui peuvent se retrouver sur le fixe et aussi sur la rémunération variable. Et alors, pour conclure la boucle de cette séquence, on s'est dit qu'en fait, avec Anne, on ne s'arrêterait pas juste à la partie négocier pour rentrer, pour obtenir un poste. On s'est dit que derrière, que ce qui était intéressant, c'est d'en profiter aussi pour vous distiller quelques conseils à garder en tête pour chacune de vos négociations futures et chacun de vos changements de poste tout au long de votre carrière. Parce que ce qui se joue en fait à l'entrée, sur la partie finalement négo, se joue aussi sur la suite derrière. Et donc là, on s'est dit qu'on allait utiliser aussi le créneau, l'opportunité qui nous était donnée. Alors ça, c'est de la factualisation de ce qu'on a constaté et de ce que les différentes enquêtes aussi montrent ou révèlent. C'est-à-dire que il ne faut pas hésiter à se diriger vers des métiers rémunérateurs. Alors, des métiers rémunérateurs, on a vu que ça pouvait être des secteurs où d'ailleurs les femmes sont peu représentées. L'IT, la data, tout ce qui est SI, programmation, finance. Ce sont des métiers qui sont à la fois très recherchés et des secteurs qui sont beaucoup plus rémunérateurs dès le CR d'embauche.
Mais après, au-delà de ça, même dans l'industrie classique, quels que soient les secteurs d'activité, il y a des postes qui sont plus rémunérateurs que d'autres. Et il y a des postes qui surtout donneront accès à des carrières différentes derrière. On l'a mis là, c'est le deuxième point. Par exemple, les postes en fabrication, ou tout ce qui est en construction ou en gestion de projet, management transverse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des postes qui vont ouvrir derrière des carrières différentes qui seront plus rémunératrices et qui vont donner aussi accès à des postes sur lesquels on vous mettra en exposition ou on vous testera parce que dans ces premiers postes terrain ou exposés, vous aurez fait vos preuves et ça fait partie des process et ça fait partie des cursus dans lesquels on va aussi venir détecter les hauts profils dans les jeunes cadres. Un autre conseil, mais qui est aussi là lié, on va dire, un peu à une différence de positionnement, les garçons ont plus tendance à se projeter et à postuler sur des postes, par exemple, à l'étranger. Le ratio, il est très différenciant. Il est de 1 sur 5, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les premiers postes à l'étranger, on a 5 jeunes cadres diplômés, hommes pour une femme. Alors qu'en fait, quand on regarde les cursus et les carrières derrière, avoir une expérience à l'international, en plus des semestres d'études ou de stages que vous auriez pu avoir pendant votre cursus, et donc maîtriser différentes langues et maîtriser un contexte différent, plus challengeant d'exercice professionnel, quand on revient ensuite en France, quand on revient même dans des grands groupes dans d'autres pays, eh ben, c'est valorisé d'un point de vue salaire. Donc ça, c'est important à avoir en tête parce que les postes ne se valent pas. Au-delà de la rémunération, il y a aussi à quoi ils donnent accès derrière en termes de possibilités de jeu. Anne, je te passe la… Oui, alors j'en profite pour faire une toute petite pause parce qu'il y avait pas mal de questions. Du coup, qu'on peut faire une petite pause questions et passer à les conseils suivants pour être sûr d'avoir pris les questions. Je vois que le temps passe. Alors moi, comme je suis en présentation, je ne les vois pas, les Mais questions. je sais, c'est pour ça. Ouais, vous inquiétez pas, je vous ai mis. Donc, alors, on avait quelques questions. Il y avait une première sur les fourchettes de rémunération. Quelles sont les fourchettes de rémunération entre les grandes écoles et les universités? Voilà, j'ai une question sur ce sujet. La différence, en fait, entre les grandes écoles et les universités? C'est ça, en termes de Oui. rémunération pour le Oui. premier salaire, j'imagine. Oui. Dans ce qu'on a vu tout à l'heure, alors vous irez sur les sites de mémoire, en fait, on a à peu près 10% d'écart. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a certaines universités qui délivrent des diplômes qui sont très recherchés. Et donc, du coup, cette fourchette, c'est vraiment une sorte de moyenne. Oui, et puis il y a certaines entreprises qui ne font pas de différence à l'embauche aussi sur les salaires, sur les formations. Mais c'est vrai que les attentes, en tout cas quand on sort de grandes écoles, les attentes des étudiants qui sortent de grandes écoles sont souvent plus importantes que les attentes des étudiants qui sortent d'université, puisqu'en fait, d'une année sur l'autre, les benchmarks s'alimentent et ils sont prêts à tel niveau, du coup ça s'auto-alimente. Mais ouais, à peu près 10%, quoi. Il y a certaines formations universitaires qui sont vraiment en passe d'être valorisées au même niveau que les ingénieurs et de commerce. Ça, ouais. Pour nous, on a des grilles en fait dans les grands groupes, on a des grilles d'embauche en fonction des formations et honnêtement, il y en a certaines, il n'y a plus de différence. Oui, absolument. J'avais une question également sur comment justifier un historique salarial très faible alors que nos prétentions salariales sont bien plus élevées. Ben, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en parler. En fait, sachez que vous n'êtes pas obligé, il n'y a aucune obligation légale de communiquer son salaire précédent ou actuel à un futur employeur. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Et puis, vous pouvez dire, si vous voulez, ce que vous voulez, quoi. Enfin, il n'y a pas de… Vous n'êtes pas obligé de dire exactement quel était votre salaire précédent. Enfin, moi, mon conseil, c'est soit de ne pas en parler ou soit de dire un autre niveau de salaire qui est proche de vos prétentions. Point barre. Très bien. Une autre question, doit-on parler en brut ou en net, en salaire annuel ou en salaire mensuel? Alors,
moi, je vous invite à être plutôt prête à en parler sur la base d'un salaire annuel. C'est souvent comme ça qu'on parle dans les entreprises. Après, vous pouvez avoir sous les yeux le salaire mensuel et le salaire annuel, mais très souvent, quand on est en position de faire des propositions de salaire, etc., on raisonne en annuel, donc c'est bien d'avoir fait votre calcul annuel. Le brut et le net, alors, il y a depuis 3 ans maintenant le prélèvement à la source aussi. Donc, il y a d'abord le salaire brut sur lequel on enlève les charges salariales. Donc, on enlève, selon les secteurs, ça va être autour de 22-23%. Et on passe au salaire net. Et ensuite, au salaire net, il y a le prélèvement à la source qui va dépendre de votre situation personnelle et de votre taux d'imposition personnelle. Donc, souvent, les entreprises vont quand même vous donner une rémunération en salaire brut. Charge à vous de bien reposer la question, est-ce que c'est du brut, est-ce que c'est du net, de faire votre calcul pour savoir ce que ça représente en net et de se souvenir quel est votre taux d'imposition, est-ce qu'il est de 5 ou 20% pour vous rendre compte de votre reste à vivre aussi. Mais ça, l'entreprise, elle n'y peut rien de votre taux d'imposition, c'est une situation personnelle, donc ne négociez pas sur la base du salaire après le prélèvement à la source, négociez sur la base du salaire brut, peu importe, mais faites votre calcul. Mais la plupart des entreprises parlent en brut quand même. Ouais, je confirme. Nous, on parle en brut et en annuel. Ouais. D'où l'intérêt vraiment et le warning de bien rediscuter et de bien comprendre sur combien de mois vous êtes rémunéré. Voilà. Alors après, j'ai plusieurs questions sur la reconversion. Élise nous demande, en reconversion professionnelle, comment faire valoir son expérience passée, même si le domaine technique est différent? Alors, là, c'est assez simple. L'idée, c'est d'aller chercher dans vos expériences ou votre expérience passée les compétences que vous avez pu développer qui sont utiles à votre situation actuelle et future. Donc, il y a certainement des compétences qu'on qualifie, on appelle ça un peu les soft skills ou les qualités que vous avez pu développer, des compétences d'ordre managérial, relationnel, direction de projet, peut-être des choses que vous aurez trouvées comme la négociation. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont peut-être pas liées direct, qui vous apparaissent pas comme liées directement, mais quand vous regardez une offre de poste, vous verrez en bas dans la partie profil qu'on va vous demander de voir telle maîtrise, par exemple, d'une langue, telle maîtrise d'un logiciel, par exemple. Bon, ok, si vous ne les avez pas, vous ne les avez pas. En revanche, on va vous demander d'avoir une très bonne communication écrite et orale, de bien parler peut-être anglais ou bien parler espagnol, de savoir négocier, de savoir manager, de savoir intervenir en public. Et ça, c'est peut-être chercher, en tout cas dans les compétences qui sont décrites et dans les attendus du poste pour lequel vous postulez, des qualités que vous auriez développées sur vos expériences précédentes. Voilà. Après, c'est difficile de donner un conseil sans avoir vu le profil, mais bon. Alors moi, je peux le compléter côté, on va dire, plutôt entreprise technique, terrain. Ce qui est important, quel que soit le domaine d'activité, on peut avoir quelqu'un qui a travaillé, par exemple, dans l'eau ou dans la gestion des déchets, qui postule dans l'énergie. Ce qui va être important, c'est s'il a déjà exercé des responsabilités de gestion de projet en transverse, donc d'animation, de recherche de solutions, s'il a animé des équipes, s'il a tenu des budgets, s'il a rempli des objectifs de sécurité, si il a déjà été au contact du client, parce qu'en fait, la relation client et l'écoute et la satisfaction du client, c'est quelque chose d'important sur pas mal de postes. Donc, en fait, je suis d'accord avec Anne, quel que soit le secteur d'activité, en fait, il y a des typologies de postes et d'expériences qui sont relativement similaires et qui sont précieuses à valoriser. Très bien. Donc du coup, j'ai encore une petite dizaine de questions et il nous reste environ 10 à 12 minutes. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Bon, les conseils, vous les lisez, donc on peut peut-être au moins prendre les questions. Je pense que c'est peut-être plus sympa. Ouais, parfait. Alors toujours sur la reconversion, comment se positionner quand on est en reconversion, car on est plutôt en position de faiblesse et du coup sur la même thématique, en reconversion, on doit partir sur des fourchettes juniors. Donc, deuxième question. Surtout pas. Surtout pas. Ne vous sous-estimez surtout pas. C'est pas parce qu'on est en reconversion, vous avez toute une expérience et un parcours avec une richesse des expériences réussies. En fait, très souvent, et là, ça rejoint un de nos conseils qui est aussi bon à garder pour tout au long de la carrière, on constate que
beaucoup de femmes se limitent en estimant ou en pensant ne pas avoir l'intégralité aux 80% des prérequis, des besoins, et donc du coup de repartir à la case entre guillemets départ. C'est pas du tout le cas des hommes qui osent postuler quand ils n'ont en fait sur certains postes que 50% des prérequis ou de l'expérience demandée. Donc là, il faut combattre entre guillemets ce syndrome de l'imposteur, hein, ou ce syndrome de je suis en position. Enfin, si vous postulez à un poste dans un domaine, c'est que vous avez une partie conséquente des prérequis, de l'expérience attendue et que vous êtes prêt à vous former, à monter en compétence sur le reste. Donc, il ne faut pas vous sous-estimer. Quelqu'un qui a 10 ans d'expérience ne recommence pas avec un salaire de junior. J'avais une autre question. Peut-on négocier le salaire pour un stage également? Par exemple, négocier une gratification. Est-ce que c'est des choses qui se font? Alors, juste un petit mot de correction. Pour les stages, on ne parle pas de salaire en réalité, parce que c'est pas le stagiaire n'est pas salarié de l'entreprise, donc c'est effectivement à la base une gratification pour les stagiaires. Ça peut se faire. Ça peut se faire souvent. Ça peut se faire sous forme de prime. C'est-à-dire, vous avez effectivement votre gratification mensuelle que vous toucherez en tant que stagiaire. Et puis, il peut y avoir aussi, en fonction du succès de la mission sur laquelle vous êtes positionné, si c'est un stage pour une mission précise, il peut y avoir effectivement une gratification qui est proposée. Je trouve que c'est un tout petit peu plus compliqué en phase de stage. Souvent, les entreprises ont des grilles pour les stagiaires. Donc, c'est assez difficile de dire qu'on va pouvoir payer les gens différemment selon effectivement la mission. Après, je pense que c'est plus à la main des managers et de l'entreprise d'aller donner une gratification supplémentaire si la personne a surperformé et a réussi sa mission lors de son stage. Moi, je ne le conseille pas. Mais Ouais, bon, je suis assez d'accord, je suis assez alignée avec toi. Les gratifications de stage font l'objet de grilles en fonction des années d'études en fait et puis de la durée du stage. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez fréquent d'avoir des managers qui prennent sur leur budget de service, en fait, sur leur budget d'équipe pour récompenser en fin de stage un stagiaire qui serait resté 6 mois, qui aurait vraiment super contribué et à l'équipe et laissé une trace. C'est assez fréquent en tout cas chez nous. oui, aussi. Ouais. Alors, une question de Fiona. Bonjour, est-ce que le fait d'être docteur et ingénieur permet d'augmenter la fourchette par rapport à un salaire d'ingénieur? Si oui, de combien? Alors, ça va dépendre du poste, parce que si vous arrivez en étant docteur et que ce n'est pas un prérequis pour le poste et que finalement les connaissances, compétences techniques que vous avez pu développer lors de vos doctorats finalement n'ajoutent pas forcément quelque chose, ça va être difficile de défendre en disant partir du postulat que ça ajoute. En revanche, si vous sentez à l'aise de mettre cet argument comme argument central d'une négociation de salaire, en disant les gens qui sont en doctorat sortent de leur doctorat à tel niveau de salaire, donc le salaire que vous me proposez est trop bas. Et je pense que mon doctorat, parce que bien dire que je pense que mon doctorat va du coup être un plus pour telle ou telle raison par rapport à quelqu'un qui aura un diplôme d'ingénieur, ça marche. En revanche, si votre diplôme j'insiste sur le fait que si le fait d'avoir fait un doctorat n'apporte pas forcément quelque chose de supplémentaire par rapport au poste d'ingénieur, on va vous dire, on va vous faire cette réponse-là en disant c'est bien, mais en fait, moi, ça apporte pas grand-chose. Et puis, vous verrez aussi que ça dépend des ingénieurs, mais en fait, les rémunérations en sortie de doctorat peuvent être équivalentes. Ça va dépendre des secteurs et dans quel domaine vous avez fait votre doctorat, mais peuvent être équivalentes à ceux de certaines, à ceux de certaines écoles d'ingénieurs. Donc, voilà, c'est à manier, si vous êtes convaincu que c'est un plus, oui. Si c'est juste le plus de j'ai fait 3 ans d'études de plus, je comprends que ce soit une demande de votre part. Après, voilà, à manier, à avoir les bons arguments et les contre-arguments, quoi. Être capable d'avoir l'argument et contre-argument. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bettina, mais... Ça va dépendre effectivement très largement de l'activité et du poste. Nous, on a des postes ouverts aux jeunes cadres qui sont extrêmement généralistes, management terrain, chef de projet.
Donc là, je ne vois pas trop. Par contre, on a des postes aussi d'expertise Technique. très techniques. Notamment, par exemple, on a une direction de la recherche, nous. Et donc, en fait, ce sont des profils très spécifiques qui sont cherchés. Et là, c'est valorisable. Là, Et puis, ça peut être un prérequis aussi dans la recherche, bien sûr. Exactement. Donc là, oui, ça se valorise. Oui. Un double diplôme est souvent d'ailleurs requis ou recherché, mais ce sont des domaines d'activité. Je vais vous citer un exemple, qualité gaz, par exemple, ou métallurgie, mais très, très, très pointu. Bien, il va nous rester vraiment quelques minutes et j'ai encore 5-6 questions. Tout à l'heure, vous parliez des formations universitaires en passe d'être reconnues autant que les grandes écoles. Est-ce que vous savez lesquelles de ces formations seront reconnues? Est-ce que vous auriez quelques pistes éventuellement? C'est donc Karine qui demande ça. Bon, bah alors là, pour le coup, j'ai en tête, vous prenez le classement des universités PISA, donc mondiales ou européens, et vous regarderez quelles sont les universités françaises qui se classent dans les 50 premières. Hein. C'est assez facile. Hein. Oui, puis il y a les spécialités aussi. Il y a certaines diplômes très spécifiques qui existent que dans certaines universités. Voilà. Donc, plus on va vers de la spécialisation, plus on va vers des masters très précis, plus c'est effectivement des choses qui peuvent se valoriser. Je vais peut-être arrêter la présentation pour qu'on puisse garder l'écran pour nous. Oui. Voilà, comme ça on revient. Très bien. Alors, donc là, Gwenaël qui pose une autre question. Si je regarde mon salaire annuel brut 2021, il faudrait que je rajoute les primes que j'ai converties en congés sur le CET. Est-ce que c'est bien ça? Je pense que c'est le package. Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. En reconversion, donc reprise d'études en alternance, peut-on demander un salaire supérieur à la réglementation? Oui. Oui. Ah oui, la réglementation, ça fixe, en fait, je vais dire que ça fixe plutôt un palier bas, en fait. Heureusement, on a une réglementation qui fixe des niveaux, des minima, en fait. C'est pareil pour les stagiaires, hein, il y a des minima qui existent. Donc, l'idée, c'est d'aller, pourquoi pas demander, mais on en parlait sur la gratification des stagiaires. Pour les alternants, ça peut être comme pour les stagiaires. Certaines entreprises, en tout cas la mienne, je pense que ça doit être pareil chez Bettina, parce que si vous avez des grilles pour les stagiaires, ça doit être pareil pour les alternants. Il y a aussi des grilles pour les alternants. Donc, ça peut. Peut-être que des entreprises n'ont pas de grille, à ce moment-là, ça se tente. Après, si la personne va vous dire, écoutez, on a des grilles pour les alternants, bon, bah là, c'est pas négociable. Alors après, c'est pareil, hein. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais il y a aussi des packages globaux pour les alternants, c'est-à-dire que la plupart des entreprises rémunèrent leurs alternants, plus offrent, on va dire, des facilités et des primes de logement, des primes de transport pour rejoindre, entre guillemets, pour faire l'aller-retour entre les lieux d'études et les lieux, entre guillemets, d'activité alternance de l'entreprise, si ce n'est pas le même lieu géographique. Ça fait exactement partie de la même construction de se renseigner et de bien comprendre et de globaliser l'intégralité du package. Alors, Ce sera la dernière question, je pense. Voilà, la dernière question. Le fait de demander un salaire dans la fourchette haute peut nous pénaliser vis-à-vis d'un candidat qui demande un plus bas salaire. Bah non. En fait, pas forcément. C'était vraiment le postulat de départ et je pense que c'est une bonne façon de conclure. Donc, je laisserai 30 secondes à Bettina. Mais non, ce qui est important, c'est ce que vous valez vous et d'avoir un salaire qui correspond à votre valeur. Et si ce que vous valez est bien et aux attentes, et ben, on vous paiera le salaire que vous valez. Donc, le calcul n'est pas fait par les entreprises pour gagner 2000 € sur un salaire d'embauche. À partir du moment où vous êtes en fin de process, où vous rentrez dans le processus de recrutement, l'entreprise ne sera pas forcément effectivement à aller prendre le salaire qui coûte le moins cher. Enfin, c'est un très mauvais calcul. Ouais, À moins que vous soyez à compétences égales, le même diplôme, le même profil, tout pareil, mais personne n'est exactement pareil. Je suis assez d'accord et gardez bien en tête que, en fait, on a ce syndrome, entre guillemets, souvent présent chez les jeunes femmes de bonnes élèves, c'est-à-dire en fait, elles pensent que si elles travaillent bien sans rien demander, elles vont être reconnues, augmentées ou payées à leur juste valeur naturellement. Et ça n'existe pas, en fait. La bonne nouvelle, c'est que un poste, une promotion, une augmentation, un changement, ça se demande, ça se justifie, ça s'affirme et derrière, en fait, c'est légitime.
C'est important parce qu'en fait, il faut se prendre en main dès le démarrage et ça se construit tout au long du temps, une carrière, un réseau, des projets, des envies et ça s'explique naturellement. Alors, on espère qu'on vous a donné plein de petits conseils et de petites astuces pour vous donner envie d'arriver sûr, épanoui et affirmé lors de vos entretiens. Ayez confiance en beaucoup, vous. en tout cas. Voilà. Ayez confiance en vous et en votre valeur. Il y avait encore quelques autres questions. Malheureusement, je suis désolé, on va pas avoir le temps d'y répondre parce qu'on va enchaîner avec l'atelier de 14h. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Merci beaucoup, en tout cas, Bettina et Anne. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre attention. De démarrer l'après-midi avec vous. Au revoir.